say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Bon matin sur France 3 Bretagne, bienvenue dans Vous êtes formidable. Ce matin on s'intéresse, vous l'avez compris, à nos amis les animaux. L'été approche, l'occasion de vous livrer les bonnes pratiques à adopter. Que l'on soit en ville, au bord de l'eau ou dans la nature, chacun peut par des gestes simples prendre part au bien-être des animaux. À nos côtés ce matin, Stomba, on va commencer par lui puisque c'est un petit peu l'animation ce matin. Stomba, il a 9 ans et demi. Mélissa Lormouture, vous êtes responsable du refuge de la SPA de Rennes, où il est actuellement. François Toumy, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la LPO Bretagne et en duplex avec nous de Brest, Éric Stéphan. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie de la coordination de l'APEX, l'association pour l'étude et la conservation des célaciens. Vous nous direz ce que c'est tout à l'heure. Bienvenue à tous les trois. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'été ne rime pas forcément avec vacances pour vos trois associations. À la LPO, avec quoi ça rime l'été le plus souvent? Avec notamment le retour des migrateurs, la nidification des oiseaux, qui amène pas mal de travail à certains de nos bénévoles qui s'occupent notamment de tout ce qui est oiseaux blessés, puisqu'il y a malheureusement beaucoup d'oiseaux qui sont amenés, alors qu'ils ne devraient pas l'être, puisque c'est simplement des oisillons qui sont en cours d'éducation. Mais malheureusement, ils sont bien souvent récupérés par des gens qui croient bien faire, qui nous les amènent, et en fait, c'est plutôt une catastrophe pour eux plutôt qu'un bien. D'accord. Et quelles sont les actions spécifiques que vous menez pendant l'été? Les bénévoles, ils se rendent sur les plages? Voilà, on fait des inventaires. On a aussi une action spécifique qui s'appelle On marche sur des œufs, qui consiste à sensibiliser les riverains et les gens qui pratiquent les plages pour leur signifier qu'il faut faire vraiment très attention lorsqu'on trouve des œufs sur la plage, qu'il faut ne pas s'en approcher parce qu'il y a certaines espèces qui nichent sur les plages et qui, si elles sont dérangées par les hommes, vont arrêter leur nidification. Ce qui serait dramatique pour eux. Et à l'APEX, Éric Stéphan, on se focalise donc sur les célaciens. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord ce que c'est? Alors, c'est une famille qui regroupe en fait les poissons à squelette cartilagineux. Donc, en fait, ce sont les requins et les raies. Okay. Voilà, du coup, alors, c'est vrai que quand on évoque les requins, on a souvent tendance à plutôt penser à des zones loin de chez nous, mais il faut savoir qu'on a pas mal d'espèces qui fréquentent les eaux de France métropolitaine et notamment les eaux bretonnes. Et quels sont vos temps forts pendant l'été? Vous reviendrez évidemment sur les différents requins qu'on peut retrouver au large de nos côtes, mais quelles sont vos actions pendant l'été? Il y a des actions spécifiques? Alors du coup, on a effectivement des actions sur le terrain dans le cadre d'études de certaines espèces, notamment dans les Côtes d'Armor. Donc on est amené à aller en mer pour essayer d'observer ces requins, et notamment pour en équiper certains de balises de suivi pour mieux étudier leur migration. Et puis on fait aussi appel aux usagers de la mer pour collecter de la donnée sur d'autres espèces. Donc on pourra revenir là-dessus effectivement un peu plus tard. Et à la SPA, évidemment, on accueille toute l'année des animaux. Et on le sait, c'est toujours la même histoire chaque été. Oui, les abandons, énormément d'abandons pendant l'été et du coup des refuges qui sont saturés. Et où on doit trouver des solutions pour sortir tous nos animaux de fourrière et trouver de la place pour les abandons directs aussi. Et comment vous vous préparez à cet afflux, puisque vous savez tous les ans que ce sera un peu toujours la même chose? Comment on se prépare finalement à ça? Après, on sait justement que ça va être la même chose tous les ans. Chaque année, c'est un petit peu plus pire que l'année précédente. Donc voilà, on va essayer de promouvoir l'adoption responsable en faisant des événements. Là, par exemple, en mai, on a des portes ouvertes. Et du coup, voilà, on va essayer de faire un maximum d'adoptions pour faire de la place pour d'autres animaux, quoi. Et quelle est l'histoire de Stomba qui est avec nous? Alors, je crois qu'il a 9 ans et demi, c'est ça? Alors, Stomba est arrivé de Fourrière dans un autre refuge SPA en octobre 2019. Il a fait une adoption qui ne s'est pas concrétisée finalement. Au bout de 2 mois, il est revenu en refuge. Il a été transféré ensuite en janvier chez nous. Parce que justement, il ne partait pas dans son précédent refuge. Et voilà, c'est un chien qui n'est pas OK autres animaux, d'où la complexité de le placer, parce que beaucoup de nos adoptants ont déjà d'autres animaux.
Il est un peu exclusif, quoi. Voilà, il est exclusif. Après, c'est un papy hyper mignon, super dynamique. Il adore les longues balades en campagne, joueur, câlin. Et ça, câlin, on l'a remarqué. Oui. Ce matin, là, c'est câlin à tout prix. Hein. Ah oui. Et franchement, il rendra heureux la famille qui l'adoptera, quoi. En tout cas, je confirme, il est très sympa et très câlin. Dans un instant, tous les conseils pour mieux protéger nos animaux. En attendant, coup de projecteur ce matin sur Amiform, la marque bretonne de l'alimentation pour chats et chiens. Et c'est avec Evan. Salut Amis Santé et bonjour à tous. Alors ce matin, si vous avez des animaux et surtout des chats, mettez-les devant vos écrans puisqu'ils vont pouvoir se lécher les babines. On va leur montrer comment sont fabriquées ces terrines pour chats qui sont dignes d'un étoilé Michelin en fait. La visite, on va la faire avec vous. Philippe, bonjour. Bonjour madame. Alors vous avez développé cette marque Amiform il y a 25 ans qui propose entre autres de super terrines pour chats. Comment vous choisissez vos ingrédients? Qu'est-ce qui fait la différence par rapport à de la pâtée traditionnelle? Alors la première des choses, c'est qu'on travaille uniquement avec des produits locaux. Donc là, on est situé en proximité de Vannes. Donc on a effectivement à la fois la mer avec l'Orient et la Criée. Et on a aussi effectivement l'ensemble des entreprises agroalimentaires locales, transformation de viande. Donc on a aussi la terre. Donc l'avantage ici, c'est qu'on est au cœur d'une industrie agroalimentaire assez forte. Et on a des sources de production très intéressantes pour nous. Et alors la recette du jour, c'est quoi? Alors là, on travaille aujourd'hui une recette canard qu'on ira voir. Donc on voit des canards derrière vous. Oui, tout à fait. Alors ici, on a différents types d'ingrédients pour vous montrer que les ingrédients qui sont utilisés, en fait, sont vraiment des matières nobles. Donc ce sont des ingrédients qui ont été déclassés systématiquement, c'est-à-dire que ce sont des produits qui étaient destinés à l'alimentation humaine, mais qui ont été déclassés par les entreprises. Pour quelle raison? Pourquoi si un produit est déclassé? Alors souvent, c'est un problème esthétique, c'est-à-dire que ça peut être soit un problème de couleur, de visuel, jamais un problème qualitatif, soit un excédent de stock suite à une commande passée et annulée. Donc là, effectivement, ce sont des produits frais, donc ils sont obligés de les vendre. Et nous, on récupère ces produits-là qui souvent arrivent sous forme congelée, qu'on va décongeler. Donc vous avez un exemple complet ici. Ça va effectivement du jambon au canard, en passant par les gésiers. On a de la crevette, on a du thon. Donc, c'est que ça donne faim. Ah ben exactement, on a tout type de produits, mais on est exactement dans le même type d'ingrédients que ce qui pourrait exister en alimentation humaine. Alors justement, on va s'approcher maintenant de la ligne de production. Entre ces matières premières et le produit fini, qu'est-ce que vous rajoutez? On entend parler qu'il y a souvent plein d'additifs dans la nourriture pour chat. Est-ce que c'est vrai? Alors, il n'y a pas plein d'additifs, mais il y a effectivement beaucoup de systèmes où on peut amener des conservateurs, des facteurs d'appétence. Donc un facteur d'appétence, c'est ni plus ni moins qu'une poudre magique qui est rajoutée dans un produit pour donner plus de goût au produit pour que les animaux le consomment. Nous, on est complètement à l'opposé de ça. Dans notre démarche, on est sur des produits totalement naturels. Donc vous imaginez une cuisine, là vous êtes au sein d'une cuisine, c'est la même cuisine, vous pourriez faire ça chez vous. Ce sont uniquement des produits, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de facteur d'appétence. C'est-à-dire qu'on les a mélangés, on va les broyer, mais très légèrement, de façon à ce qu'il y ait encore des morceaux, puisque le chat a besoin, c'est un carnivore, mais il a besoin de croquer, donc il y a des petits morceaux qui sont utilisés. Donc chaque pot que vous avez ici, chaque texture et chaque menu, puisqu'on a une quarantaine de menus, chaque menu a été élaboré par des nutritionnistes et a été travaillé en fonction en fait de ce que le chat peut manger aujourd'hui et trouver régulièrement dans la nature. Et alors pour la petite histoire, des fois vous avez même une saveur au homard ou au tourteau, comme quoi les chats ils aiment aussi les bons produits, quoi. Alors ça c'est l'histoire de notre partenariat local qui fait qu'effectivement on a une connaissance qui travaille du homard et les excédents de homard sont récupérés pour en faire un menu et faire aussi plaisir à nos animaux. Bon ben voilà, c'était la première fois que je faisais une interview dans une usine, un atelier qui fait de la pâtée à chat de luxe. Et alors Enfanté, reviens nous voir parce que tout à l'heure on va te montrer comment on fabrique des produits de beauté de luxe cette fois-ci pour les animaux. Allez, à tout à l'heure. Tout à l'heure, merci beaucoup Evan. Mélissa, Laure Mauture, vous connaissez un peu cette pâtée de luxe, oui. Parce qu'à la SPA, il y en a qui font les difficiles parfois. Ah oui, les chats, ils peuvent être très compliqués et très pointilleux sur la nourriture qu'on leur donne. Et effectivement, on va chercher des pâtés de luxe pour eux. Et combien d'animaux vous pouvez accueillir au maximum au refuge de la SPA de Rennes? Alors, on peut accueillir jusqu'à 118 chiens et 98 chats et environ une dizaine de nacs. Ouais. Qu'est-ce qu'on appelle les nacs pour ceux qui découvrent ce matin? Alors, ce sont les nouveaux animaux de compagnie. Ouais. Donc, c'est tout ce qui s'appelle rongeurs, lapins, hamsters, furets aussi. Tous ces petits animaux rentrent dedans. Et souvent, vos locaux sont pleins? Oui. Ouais. C'est le cas actuellement? On est proche de la saturation, ouais. Ouais.
Et c'est vous qui avez choisi le nom de Stomba? Alors, le refuge où il est arrivé, oui, c'est ça. D'accord. Et en moyenne, combien de temps restent les animaux que vous accueillez? Est-ce qu'il y en a qui partent plus vite que d'autres? Oui, alors ça va vraiment dépendre de l'animal et de son caractère. En général, tout ce qui s'appelle petit chien, chien de salon, chien de canapé, ça part très très vite. Ouais. Et les gros chiens, ils prennent beaucoup plus de temps à partir. On a des chiens qui sont là depuis plusieurs années. On a placé l'année dernière un chien qui avait 13 ans de refuge. 13 ans de refuge, ah oui, ça arrive parfois. Et oui. Et Eric, Stéphane, est-ce que vous avez, vous, un animal de compagnie? J'ai un chat, oui. Oui, un chat. Vous ne voulez pas adopter un chien braque nommé Stomba? En tout cas, pour celles et ceux qui sont peut-être intéressés pour accueillir Stomba, le numéro de la SPA de Rennes va s'afficher à l'écran. Pour celles et ceux qui ne comptent pas abandonner leurs animaux domestiques, par exemple, Mélissa, quel conseil vous pourriez leur donner à l'approche de l'été? Parce que c'est aussi des gens qui avaient des chats et des chiens qui les abandonnent. Alors, à quoi faut-il penser? L'abandon, de toutes les façons, n'est pas la solution. Il y a beaucoup de solutions qu'on peut trouver si on pense partir en vacances, par exemple. Il y a de plus en plus de structures qui accueillent les animaux. Donc, on peut trouver un endroit une sorte de gardiennage, c'est ça? Alors, pour aller vraiment en vacances avec son animal de compagnie, il y a de plus en plus de structures qui acceptent les animaux maintenant. Donc, il faut juste bien se renseigner. À côté de ça, on peut faire appel à des pensions. Canine, féline, peu importe, pour laisser son animal en pension pendant qu'on est en vacances, nous, ou pourquoi pas faire appel à des amis ou de la famille, par exemple. Monsieur Toumi, je vous sens très concentré là. Ça vous dit pas un petit chien Non, merci, non. Et justement, l'été, c'est aussi les fortes chaleurs. Peut-être, quels sont les petits gestes que vous adoptez à la SPA et que les gens qui nous regardent ce matin peuvent aussi adopter depuis chez eux? Alors, il y a plusieurs gestes à adopter. Déjà, il faut que l'animal il a toujours de l'eau fraîche à disposition. Donc, faire toujours attention à ça. Ensuite, nous, on a des petites astuces où on va faire des glaçons pour les chiens. Donc, en fait, on fait une petite pâtée en bouillie, en fait, qu'on met dans une gamelle au congélateur. Et du coup, ça fait un gros glaçon qu'on donne aux chiens qui va lécher, et même les chats, d'ailleurs. Il faut qu'ils aient un abri aussi, parce que bon, il ne faut pas qu'ils soient au soleil tout le temps. Il existe aussi des tapis ou des manteaux rafraîchissants, donc, qui sont auto-rafraîchissants pour les tapis, c'est-à-dire que quand le chien ou le chat se met dessus, sa chaleur transforme le tapis en fraîcheur. Et les manteaux, c'est des manteaux soit à mettre des glaçons dedans, soit à mouiller pour que le corps du chien reste humide et frais, quoi. Et surtout, on ne laisse pas un chien dans une voiture, même 5 minutes, parce que ça, c'est vraiment très fréquent chaque année. Alors, il y a d'autres animaux qui ont également besoin de nos petites attentions. On ne pense pas souvent à nos petits volatiles. Et ça tombe bien parce que l'été, nos jardins, nos espaces verts deviennent pour eux des jolis terrains de jeu. Mais c'est aussi le moment où on a envie de mettre de l'ordre dans son jardin et c'est là qu'il faut faire attention. Exactement, oui, ça peut devenir très dangereux pour eux. Donc déjà, un jardin trop ordonné quelque part, c'est un jardin qui n'accepte pas trop la nature. Donc arriver à garder des petits coins sauvages dans son jardin, c'est vraiment l'idéal. Et puis effectivement, il faut faire très attention lorsqu'on fait les travaux. Bon, la tondeuse à gazon, malheureusement, de temps en temps, il nous arrive assez souvent de récupérer des hérissons qui ont été blessés par des tondeuses, qui sont passés sous la tondeuse. Donc évidemment, c'est pas bon pour eux. Et donc, il faut vraiment faire attention, ne pas aller mettre la tondeuse dans des endroits qui sont sauvages sans avoir vérifié avant qu'il n'y ait pas quelque chose. Voilà. Alors, les débroussailleuses, évidemment, encore plus. Et également, des attentions à faire plus particulièrement, parce que dès le printemps, parfois, ce sont des gens qui reviennent à leur résidence secondaire, ou parfois, c'est simplement le moment où on a un peu de temps disponible pour faire des travaux, et on attaque la taille des haies, etc. Alors qu'en fait, en cette période, depuis le mois de mars, on est rentré en période de nidification des oiseaux, et donc ça leur est évidemment préjudiciable. Et savoir même que la plupart des oiseaux qui vont nicher dans les haies, ou dans les arbres, en fait, sont des passereaux, donc des espèces protégées. Et donc, il est interdit de les détruire, non seulement les individus, mais également les nids. Donc, en fait, déjà, légalement, on n'a pas le droit d'intervenir.
Malheureusement, effectivement, c'est la période où beaucoup de travaux se font. Ouais. Et il faut vraiment faire très attention. Et l'idéal, c'est vraiment d'arrêter tout ce qui est travaux sur les haies, sur les arbres, à partir du mois de mars jusqu'au mois de septembre, voire octobre. Et chaque été, on a le droit à ces articles de presse qui nous disent comment attirer les oiseaux dans son jardin, ou comment faut-il nourrir les oiseaux. Quelles sont vos positions à ce sujet? Est-ce qu'il faut essayer d'attirer les oiseaux dans son jardin? Alors, il faut surtout leur permettre d'avoir un milieu de vie. Ouais. Donc, effectivement, c'est une des actions qu'on mène, nous, à travers un programme qu'on mène depuis, qui a un peu plus d'un siècle, puisqu'on a fêté son centenaire l'année dernière, qui s'appelle le programme des refuges LPO, où, en fait, on souhaite donner à tous les particuliers qui le souhaitent, voire même des entreprises ou des collectivités, toutes les clés pour faire des aménagements dans son jardin en faveur de la biodiversité. Donc, c'est pour les oiseaux, mais pas que pour les oiseaux. Par exemple, penser à créer une mare, mais une mare, ça ne se fait pas n'importe comment, ce n'est pas un simple trou d'eau. Voilà, pensez toujours à mettre un abreuvoir. Si on n'a pas la place pour mettre une mare, on peut mettre tout simplement un abreuvoir, parce que comme les chiens et chats, effectivement, les animaux dans la nature ont besoin d'eau. Donc si on est sur un terrain où il n'y a pas d'eau, il faut mettre un abreuvoir. Mais il faut penser aussi régulièrement à nettoyer cet abreuvoir, parce que le problème qu'il y a lorsqu'on a des zones comme les abreuvoirs, ou même des zones de nourrissage, c'est qu'en fait, on va amener une concentration à un endroit donné d'animaux sauvages qui peuvent, si un d'eux est contaminé par une maladie quelconque, puisqu'ils sont dans la nature, qui peuvent la transmettre aux autres. Donc il faut toujours faire attention à la propreté des endroits où on peut être amené à les concentrer, donc les abreuvoirs. Et l'idéal, et vraiment, nous on insiste là-dessus, on aide les oiseaux en les nourrissant l'hiver, mais on arrête dès que les températures remontent. Ouais, pourquoi? Donc là, parce que justement, en fait, déjà d'une part, parce que les oiseaux doivent retrouver leurs conditions de vie naturelles. En fait, il faut savoir que certains oiseaux deviennent granivores, donc viennent sur les mangeoires l'hiver, comme les mésanges. Ouais. Parce qu'en fait, il n'y a plus de chenilles, il n'y a plus d'insectes l'hiver, donc effectivement, elles deviennent granivores. Mais leur vie naturelle, je dirais, c'est que dès que le printemps revient, elles doivent redevenir insectivores, manger les petits chenilles, qui sera d'ailleurs très utile pour nous, puisque ça va permettre aussi de réguler les parasites qu'on pourrait avoir dans son jardin. Donc voilà, donc c'est un équilibre à leur permettre de retrouver. On n'achète pas de granules exprès pour les nourrir l'été. Il faut éviter. Non, voilà. Notamment parce que, faut qu'elles retournent faire leur travail dans le jardin, on va dire, d'une part, et d'autre part, pour éviter ces problèmes de concentration qui nous amènent derrière des gros problèmes de maladies. Et tous les ans, tous les fins d'hiver, on a des appels à l'Alpéo en disant « Ah, j'ai trouvé 2 oiseaux morts sous mes mangeoires, qu'est-ce qui se passe ?» Voilà, c'est simplement parce que les gens ont continué de nourrir alors qu'il fallait arrêter. Dès que la température remonte, on dit en général au-dessus de 7 degrés de façon continue. Ah oui, donc... oui, voilà. Donc, en fait, c'est dès début mars, en fait, souvent, il faut arrêter. C'est la météo qui décide plutôt que le calendrier. Mais voilà, à ce moment-là, il faut arrêter de nourrir, tout simplement. Et puis, par contre, si on veut les aider réellement, on met dans son jardin des plantes qui vont être favorables. C'est la végétation qui peut suffire à créer un habitat et puis les nourrir. Voilà. Et vous parlez d'oiseaux morts. Qu'est-ce qu'on fait quand on trouve un oiseau mort? Alors, en fait, on vous appelle ou pas? Alors, en fait, on ne peut pas faire grand-chose, sauf s'il y en a. En fait, ça dépend des espèces et de la quantité. C'est une grande quantité, effectivement, ça peut être déclaré, parce que dans ce cas-là, ça peut intéresser au niveau des services vétérinaires de l'État de savoir s'il y a effectivement une épidémie en cours. Si on trouve 1 ou 2 oiseaux morts sous la mangeoire, voilà, comme je disais, en mars-avril, on sait pourquoi, à la limite, ça ne sert pas à grand-chose de nous alerter. Mais s'il y a une très grande quantité, ou suivant certaines espèces, ça vaut le coup. Parce que malheureusement, on a aussi des espèces, alors là, ce n'est pas du tout naturel, on a aussi des espèces qui sont plombées par la chasse, malheureusement, des choses comme ça. Donc là, il faut qu'on soit alerté pour qu'on puisse intervenir si c'est quelque chose d'illégal. Allez, on va marquer une pause direction Saint-Avé, où Evan s'est rendu dans les locaux d'Amiform, spécialiste de l'alimentation Made in France pour les animaux de compagnie en tout genre. Après avoir bien mangé, nos amis les bêtes vont pouvoir se faire bichonner grâce à ces produits de beauté haut de gamme qui sont fabriqués ici. On va faire la visite de ce labo un peu particulier avec vous, Laurent. Bonjour. Oui, bonjour Evan. Donc Philippe, c'était votre frère. Philippe, il est plutôt sur la partie nutrition, vous plutôt sur la partie cosmétique, on va dire. On va dire qu'on se complète. Voilà, vous complétez. Alors, vous allez nous faire découvrir un univers un peu particulier parce qu'on voit des shampoings cachemire, volume, on se croirait dans un salon de beauté. Mais tout ça pour les chiens et chats. Tout à fait. C'est une adaptation de la marque Anjou Beauté qui est dédiée hygiène et cosmétique pour animaux de compagnie, chats, chiens, même rongeurs.
Et aussi, on peut faire une permanente à son hamster. On peut faire une permanente à son hamster, non, ce qui permet de créer justement avec l'animal le lien avec l'animal sur les petits animaux de compagnie. Pour le chat et le chien, c'est d'autres méthodes de fabrication. Et alors justement, ces produits-là, ils sont fabriqués ici. Ils sont fabriqués Là, on voit ici. votre collègue qui est en train de peser des fleurs de quoi? Camomille, De exactement. camomille, je me permets. De camomille. Mais ça veut dire que vous utilisez que des produits comme dans la cosmétique humaine, en fait. Non, laissez. Que des produits bio et naturels. Là, vous avez par exemple du bleuet, vous avez de la sauge et de la lavande et des fleurs de camomille. Eric nous prépare des mélanges qui vont être distillés pour faire des eaux florales par la suite. Donc vous extrayez le meilleur de ces produits-là et ensuite vous pouvez les décliner dans tout un tas de... Après, on les décline dans tout un tas de formules avec qui on a travaillé avec les gens ici en interne et en externe, parce que quand même, on a beaucoup de gens qui travaillent avec nous au niveau national et international pour la validité de nos produits. Donc ça se passe dans ce labo. Donc là, évidemment, il est à l'arrêt puisqu'on attend que les pesées soient terminées. Est-ce que on formule un produit, un shampoing pour chien de la même manière qu'un shampoing pour humain? Quasiment la même manière. Le but recherché étant le même, c'est nettoyer l'animal, avec quelques petites différences physiologiques sur le shampoing, notamment au niveau du pH. D'accord. Et alors, à chaque fois, vous avez des super packaging. Est-ce qu'on les trouve uniquement en institut de toilettage ou est-ce que même ma grand-mère, elle pourrait en acheter? Alors, à l'origine, Anjou Beauté était spécialisé pour les instituts de toilettage et on a fait le choix de les développer dans la jardinerie animalerie pour le consommateur final. Ah, mais c'est génial, c'est bio et c'est sans odeur. Exactement. Trop bien. Alors, vous avez aussi une gamme assez originale avec notamment un parfum pour chien. Ça, je ne savais même pas que c'était possible. Comment est-ce que vous formulez ça? Comment est-ce qu'on sait quelle odeur donner à un chien et surtout être sûr que ça ne va pas le déranger? Eh ben, ça, c'est des années de travail qui ont permis justement de déterminer exactement l'odorat par rapport à l'odorat des chiens. Quand vous parliez tout à l'heure d'un shampoing sans odeur, c'est des shampoings qui sont spécifiques. Celui-là est spécifique notamment pour les chiens militaires, pour la recherche de personnes disparues. Ah ouais. Pour ne pas altérer leur odorat. Super. Ah oui, donc c'est vraiment... c'est très pointu. Très très pointu, c'est de la haute technologie en fait. Tout à fait. Alors il y a aussi les produits répulsifs qui eux sont bio. Et ça je me demandais, est-ce que c'est pareil, c'est la même formulation pour tout le monde ou c'est adapté différemment? Non, la formulation est complètement différente entre le chat et le chien, parce que le chat n'a pas les mêmes sensibilités vis-à-vis du pyrètre notamment, et vis-à-vis de certains ingrédients. Mais nous travaillons paradoxalement avec Anjou Beauté que sur des produits bio que nous distillons ici, que nous travaillons ici. Nous partons à chaque fois des fleurs ou des plantes ou des bourgeons. Ok. Bio et naturel. Donc forcément des bons produits. Et ça fait combien de temps que vous faites ça? Parce que c'est quand même hyper fun. Ça fait environ plus de 20 ans, 25 ans, 30 ans, voilà. En tout cas, c'est une belle histoire de famille puisque c'est avec votre frère qu'on a vu tout à l'heure. Et on va se retrouver dans quelques minutes justement avec Philippe pour parler de ces produits, aussi d'une gamme que vous avez développée pour les rongeurs. C'était la gamme de base. Et on vous réserve même une petite dégustation. Ne ratez pas ça, ce serait dommage. À tout à l'heure, Evan. On part maintenant sur le littoral pour le bien-être de nos animaux. Focus maintenant sur les poissons avec vous, Eric Stéphan. C'est vrai qu'on pense souvent aux mammifères marins comme les dauphins ou les phoques, mais il y a des gros poissons aussi qui bordent nos côtes. Tout à fait, oui. Alors effectivement, nous, à l'association, on travaille spécifiquement sur les requins et les raies de nos côtes. Ouais. Et parmi ces espèces, il y en a une qui est assez emblématique, qui est le requin pèlerin, Ouais. qui est un des plus gros requins du monde et qu'on a la chance de pouvoir observer dans les eaux bretonnes, notamment tous les ans. À peu près à partir de maintenant, là, on commence à les observer au début du printemps. Et vous en observez combien sur une année, par exemple? Vous avez Alors des c'est assez variable d'une année à l'autre. En fait, le requin pèlerin, c'est un grand migrateur. C'est une espèce qui fait de grands déplacements. Et donc, selon les années, en fait, ça fait pas mal d'années qu'on s'y intéresse et qu'on essaie de comprendre justement comment ils utilisent nos eaux françaises. Donc, ils viennent pour se nourrir. C'est un requin qui se nourrit de plancton essentiellement en filtrant l'eau. Et donc, selon les années, si la nourriture est bien présente dans nos eaux, il va passer un peu plus de temps. Et puis, on va avoir un peu plus d'individus à venir fréquenter nos eaux. Et puis, les années où les conditions seront moins favorables, on va en voir moins. Donc, pour donner un ordre de grandeur, on va dire les années où on a le moins de signalements, ça va être de l'ordre d'une trentaine de requins observés. Et puis ça peut monter jusqu'à 250 individus sur une année qui nous sont signalés. Et quels sont les autres types de requins qu'on peut trouver? C'est pas le seul, j'imagine.
Non, effectivement, il y a une grande diversité d'espèces. Ouais. Alors du coup, ça va aller on va dire, de la petite roussette, donc un petit requin de fond qui mesure 80 cm, qui est très commun, notamment dans les eaux bretonnes, jusqu'à ce grand requin pèlerin. Mais entre les deux, on a toute une diversité d'espèces, comme le requin peau bleue, le requin taupe commun. Enfin, voilà, du coup, on a pas mal d'espèces qui fréquentent. Donc voilà, oui, le requin taupe, notamment, qu'on peut observer sur la côte nord-Bretagne. Mm. Et ce requin taupe que l'on voit à l'image, c'est quoi sa particularité? Il en a une? Alors, c'est un requin qui se nourrit, on va dire, à 95% de poissons. C'est aussi un requin qui fait de grands déplacements. Et c'est un requin qui a la particularité c'est un requin très dynamique, très actif. Et quand il est en chasse, en fait, dans les bancs de poissons, il est capable de faire des bonds hors de l'eau. Et donc, c'est une espèce, quand on a beaucoup de chance, en fait, qu'on peut même observer depuis le sentier côtier. D'accord. On peut le voir sauter hors de l'eau. Il faut être très attentif dans ces cas-là. Il faut être au bon endroit au bon moment et effectivement attentif, mais ça arrive. Mélissa Larmouture, François Toumy, vous avez déjà croisé, vu des requins ou pas? Non, pas encore. Ouais. Pourtant, ça nous arrive de passer un peu de temps au bord de l'eau, là, plutôt à surveiller les fous de bassin ou regarder un peu les oiseaux qui passent, mais j'ai pas encore eu cette chance. Alors moi, c'est différent, je viens du Nil à la base, donc oui. Ah, vous en avez vu, ouais, c'est commun pour vous presque. Voilà. Est-ce qu'en tant que baigneur, Eric Stéphan, faut-il avoir peur de ces requins? C'est vrai que c'est quelque chose qui fait toujours un peu peur. Est-ce que ça peut arriver qu'ils soient assez proches de nos côtes? Alors, ils peuvent être effectivement assez proches, que ce soit le requin taupe ou le requin taupe commun, qui ont la particularité justement de passer un petit peu de temps en surface. Donc, on peut, en tant que nageur, être amené à rencontrer. Maintenant, voilà, ça reste des espèces qui sont complètement inoffensives, qui n'ont jamais été impliquées dans des accidents. Donc voilà, après, ça reste des animaux sauvages. Donc, comme tout animal sauvage, voilà, si on a la chance de le croiser, on fait pas n'importe quoi. Enfin voilà, on va pas essayer de s'accrocher à son aileron pour se faire tracter parce qu'on va trouver ça drôle. Mais à partir du moment où on va les observer en respectant l'animal et sans aller chercher forcément une interaction avec lui, il y a aucun souci. Et c'est même plutôt une chance de pouvoir les observer, puisque ces deux espèces-là sont aujourd'hui considérées comme menacées. C'est des espèces qui ont été pêchées un peu partout en Europe et donc aujourd'hui qui sont totalement interdites de pêche, qui sont encore considérées comme menacées. Et c'est pour ça qu'on s'y intéresse. Et donc, voilà, si un jour quelqu'un a la chance d'en croiser un, le bon réflexe, c'est de nous contacter, puisqu'on recense les observations de ces espèces pour justement essayer de mieux les connaître, pour aussi pouvoir mieux les protéger. Il y a le numéro qui s'affiche à l'écran. On assiste aussi souvent, pour les mammifères marins en tout cas, à des records d'échouage. Est-ce que c'est le cas aussi? Ça arrive d'avoir des requins, des raies qui sont échoués au bord de nos plages. Ça arrive souvent, ça? Alors, ça arrive, mais par contre, c'est pas très fréquent. Ça peut arriver, mais ça reste des événements relativement exceptionnels. En fait, c'est vrai que les mammifères marins, comme leur nom l'indique, sont des mammifères, donc ils ont des poumons. Donc effectivement, un animal mort avec de l'air dans les poumons, il va avoir tendance à flotter et donc à plus facilement ramener vers la côte par le courant. Un requin, quand il meurt, en fait, il va avoir tendance à couler, et donc c'est plus rare qu'il soit ramené à la côte par les courants. Mais encore une fois, ça peut arriver. Donc effectivement, en cas d'échouage, en cas de découverte d'un animal mort échoué, c'est un petit peu comme pour les oiseaux. En fait, ça va dépendre un petit peu de l'espèce qu'on observe. Donc sur des espèces sur lesquelles effectivement on ne connaît pas grand-chose ou qui sont menacées, ça peut avoir un intérêt de nous contacter, parce que pour nous, ça peut nous donner accès à des informations intéressantes. Pour des espèces plus communes, on n'interviendra pas forcément. Et l'APEC, c'est aussi de la sensibilisation. Quels sont les corps que vous sensibilisez justement par rapport à ces requins et ces raies? C'est plutôt les pêcheurs? Alors, on va dire qu'on essaie de toucher un maximum de personnes. Donc, on va essayer effectivement de sensibiliser les plus jeunes. Donc, on va intervenir en milieu scolaire. Mais effectivement, c'est aussi l'idée d'informer, de sensibiliser les usagers de la mer et notamment les pêcheurs qui sont régulièrement amenés à rencontrer ces espèces-là. Et donc, effectivement, notre objectif, c'est de les sensibiliser, notamment à la présence d'espèces menacées, en danger, pour que, en cas de capture d'un animal menacé, vivant, qu'ils aient le bon réflexe.
Voilà, éviter au maximum les pêches accidentelles. Sur le littoral aussi, il ne faut pas qu'on oublie nos amis les oiseaux. Autre élément sur lequel vous souhaitiez attirer notre attention, François Toumy, c'est parfois l'activité humaine peut avoir des conséquences quand on se balade sur la plage. Il faut faire attention aussi. Voilà, oui, tout à fait. Et de façon générale, je pense que l'idée, c'est de se dire il faut partager les espaces naturels avec la nature et avec la petite faune, enfin la petite ou la grosse faune, et non pas considérer que les espaces naturels ne sont que pour les hommes, en fait. Et donc, ça veut dire être prudent. Donc, ça va être, comme je disais alors, sur les hautes plages, par exemple, ne pas quitter les sentiers balisés, ne pas aller se promener sur des zones sur lesquelles ont été repérées, par exemple, qu'il y a la nidification de certaines espèces. Sinon, on peut marcher sur des œufs, c'est ça ? On peut carrément marcher sur des œufs, tout à fait. Ou on peut aussi, tout simplement, si on va peut-être pas voir les œufs de très près, mais on va faire peur aux adultes. Dans ce cas-là, les adultes vont quitter la nidification, vont quitter le nid et la nichée sera perdue. Donc, il faut vraiment faire très attention. Alors, c'est vrai sur les bords de plage, ça peut être vrai aussi en forêt, un peu partout. Et du coup, là, je reparle avec nos amis les chiens, il faut faire attention. Effectivement, il ne faut pas les laisser divaguer librement dans les espaces naturels parce que là, on peut ne pas s'en apercevoir, mais eux-mêmes vont mettre en danger des nidifications ou même d'autres petits mammifères qui sont au sol. Donc, en fait, dans la nature, l'idéal, c'est de garder le chien près de soi, soit en laisse, soit vraiment à ses pieds, mais éviter qu'il aille divaguer dans la nature, puisque là, il y a des dangers qu'il aille mettre en danger, justement, d'autres espèces. Ouais, faire attention, donc. Allez, on part jeter un dernier coup d'œil du côté de Saint-Avé, dernière étape de la visite guidée chez Amifarm avec Evan. Alors avant de passer à la dégustation de la terrine pour chat qu'on a vue tout à l'heure, déjà je suis ravi de vous retrouver dans une tenue normale, Philippe et Laurent. Il faut préciser, vous êtes frères tous les deux. Et il y a à peu près 25 ans, vous avez créé Amifarm, donc pour créer justement cette marque de produits de nutrition animale. Et à la base, c'était que pour les rongeurs. Pourquoi ? Qui veut répondre ? Parce que c'est une question d'affinité que nous avions à l'époque. Nous avions, étant enfants, un rongeur chacun, dans la même famille, on était frères. Donc, et notre père fabriquait de la nourriture pour animaux, il était éleveur, agriculteur. Et nous avons décidé de fabriquer de la nourriture pour rongeurs, parce qu'on s'était rendu compte que sur le marché, les produits qui existaient n'étaient pas en adéquation vis-à-vis de notre pensée du bien-être animal de l'époque. Nous, on met l'animal au centre de la table, on met des équipes spécialisées et qui vont travailler en fait l'ensemble des produits pour pouvoir apporter effectivement, que ce soit au niveau des nourritures, que ce soit au niveau des litières, que ce soit au niveau aussi des produits de soins, une amélioration pour l'animal au quotidien. Il faut savoir qu'on a des animaux qui vivent aujourd'hui dans un milieu qui n'est pas un milieu complètement ouvert, donc ils sont dans des appartements, bien souvent aussi dans des cages pour pouvoir dormir. Donc tous ces animaux-là, en fait, il va falloir leur apporter ce qu'ils pourraient trouver naturellement dans la nature. Il faut les bichonner, quoi. Exactement. Et alors, à l'époque, pour vous faire une place sur ce marché, vous nous avez apporté la boîte historique. Comment est-ce que cette boîte, elle vous a permis de vous démarquer ? Cette boîte nous a permis de nous démarquer sur 2 points. Le point, si on regarde au niveau packaging, au niveau de la couleur de la boîte, on était à l'époque dans un mélange de couleurs. Il y avait des couleurs dans tous les sens dans le rayon. Et nous, tout simplement, on s'est dit comment on peut être différenciant et être repéré vis-à-vis du consommateur. Donc nous avons créé, on s'est dit on va rester monocouleur. C'était aussi une question de coût. Nous démarrions notre société. Donc nous avons créé des boîtes monocouleurs qui, dans le rayon, étaient complètement différentes. Ça, c'était le premier point. Et au niveau du produit, le produit était un granulé et non pas un mélange de graines. Il faut savoir qu'on a été les premiers à sortir un granulé. C'est pas meilleur, c'est comme un enfant. Vous lui donnez le choix entre du chocolat et des épinards, il va manger que le chocolat. Vous leur direz qu'on est à la télé. Alors, juste parce que le temps file très vite. Comment vous avez fait évoluer votre gamme ? Parce que là, on voit, il y a plein de choses. Je vois le cœur de foin, par exemple. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le cœur de foin, c'est l'ensemble des produits qu'on va sélectionner sur le foin. Donc, c'est l'ensemble des plantes qu'on va avoir et qu'on va compresser de façon à faire un petit palais. En fait, petite allusion au palais breton, un petit palais de bonheur pour l'animal, donc à l'intérieur duquel il retrouvera en fait énormément de plantes qu'il pourrait retrouver dans la nature. Là, vous me donnez vraiment envie de devenir un hamster, quoique j'hésite à me réincarner en chien aussi, parce que vous avez imaginé des macarons, poulet, potiron pour chiens. Mais qui achète ça ? Alors, tous les gens qui veulent offrir effectivement un petit moment de plaisir à leurs animaux. Donc là, ces macarons-là, on les a travaillés avec des MOF. Sur lequel on a exactement les meilleurs ouvriers de France, sur lequel on a travaillé une recette spécifique pour les chiens, parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas de sucre dans nos macarons. Donc, ce qui peut paraître simple de prime abord est très compliqué à réaliser, parce qu'il faut réussir quand même à nourrir l'animal, mais tout en apportant énormément de plaisir. Bon, alors justement, nous, on va aussi. Il n'y a pas de raison que ça soit que pour les animaux. Vous nous avez préparé une petite dégustation de la terrine pour chat qu'on a vu tout à l'heure, parce que oui, nous, on peut la manger. Voilà, on a travaillé aujourd'hui, quand on est allé dans l'usine, on a visité effectivement 7 recettes, donc qui est celle au canard.
donc qu'on vous propose de goûter. On va le faire aussi. Oui, ce serait la sympa. seule différence, en fait... Sur une brioche, on précise, on n'avait que ça. Alors, la seule différence, c'est qu'effectivement, on ne va pas retrouver de poivre, de sel ou d'épices. On est sur un produit complètement naturel. Donc, comme je vous l'avais expliqué, pas de conservateur, pas de facteur d'appétence. Donc, le produit tel qu'on peut le cuisiner chez soi. Miaou. Bon, je crois que je vais vous en prendre 3 boîtes parce que franchement, c'est carrément bon. Merci beaucoup, en tout cas, ça donne envie d'avoir des animaux. Merci. Et voilà, et j'espère que ça vous aura donné aussi envie de bichonner vos petits animaux. Écoutez, il en reste une dernière, je vais la prendre. Allez, bonne journée. Merci. Merci beaucoup, Evan. Pas forcément envie de manger de la pâtée pour chat. Vos 3 associations reposent principalement grâce à l'action des bénévoles, c'est important de le dire. En cette période estivale qui va bientôt démarrer, avez-vous quelques besoins spécifiques, Mélissa Lormotua? Alors, nous, on recherche tout le temps des bénévoles pour nous aider justement sur le terrain parce que quand on a énormément d'animaux, on a très peu de temps à leur accorder. Donc les bénévoles viennent en renfort comme ça, mais aussi en renfort de l'équipe pour les soins, le nettoyage, le nourrissage. Parce que en ayant plusieurs bénévoles avec nos salariés sur le terrain, ça veut dire qu'on finit plus tôt le nettoyage et tout, et ça nous dégage du temps pour rééduquer nos animaux compliqués. Et les missions sont polyvalentes. Quand on devient bénévole, on fait un peu de tout. Exactement. Est-ce qu'il y a des profils particuliers que vous recherchez à la LPO pour vous aider dans vos actions ? François Toumi. Le meilleur profil, c'est le profil d'un bénévole motivé. Voilà. Après, on apporte là où il y a besoin, on apporte les formations, puisqu'on a vraiment des actions très, très variées. Alors, c'est vrai qu'en cette période de printemps-été, un des gros postes qui nécessite beaucoup de bénévoles, c'est tout ce qu'on appelle aide à la faune en détresse. C'est-à-dire, donc là, en fait, on a besoin de bénévoles qui vont tout simplement répondre au téléphone. Donc, on a un numéro dédié pour la faune en détresse sur l'île des Vilaines, mais il y en a un surtout dans les autres départements bretons. Et ce numéro, en fait, on va donner les premiers conseils. Déjà, le premier conseil, souvent, c'est dans la plupart des cas, il ne faut pas récupérer l'oiseau, simplement le mettre hors de portée des prédateurs. C'est le cas de la plupart des oisillons qui tombent du nid ou qui, voilà. Les parents sont toujours les meilleurs pour nourrir. Un parent oiseau, c'est mieux nourrir ses oisillons que nous, c'est clair. Donc, il faut vraiment, voilà. Donc, on a beaucoup de conseils à donner par téléphone. Et si vraiment les oiseaux sont blessés, on fait des rapatriements vers les centres de soins. Donc là, c'est d'autres bénévoles qui vont récupérer les oiseaux, souvent chez le vétérinaire qui fait un petit peu le tampon en attendant, voilà, ou les premiers soins, et après on va les emmener en centre de soins. Donc en fait, pour cette action faune en détresse, on a vraiment besoin de 2 types de bénévoles, donc ceux qui vont répondre au téléphone et ceux qui vont pouvoir les emmener en centre de soins. Et après, on a besoin aussi de bénévoles pour plein d'autres actions, notamment pour faire, par exemple, des inventaires, tout simplement faire un inventaire, les recensements sur les hirondelles, donc quelque chose qui est un oiseau qui est assez simple à identifier, donc on n'a pas besoin d'une formation pointue. Et voilà, et plein d'autres actions pour lesquelles on peut former les bénévoles si besoin. Éric Stéphan, peut-être à l'APEX, est-ce que vous cherchez des bénévoles? Quelles sont les missions souvent quand on intègre l'équipe? Du coup, il est un petit peu comme à la LPO. C'est vrai qu'on a toujours besoin de bénévoles et du coup, nous, ça va être pour participer à des actions d'information, de sensibilisation, d'éducation, mais aussi participer aux actions sur le terrain qu'on peut mener. Donc, j'évoquais au début des actions d'études et de pose de balises de suivi sur les requins. Donc, les bénévoles participent aussi à ces actions-là. Et puis, comme dans toute association, de toute façon, effectivement, ce qu'on cherche, c'est des gens qui sont motivés et toutes les compétences sont les bienvenues. On peut nous aider en communication. Enfin, voilà, chacun peut trouver sa place. Et pour celles et ceux qui ne peuvent pas accorder un peu de leur temps, il reste toujours la possibilité des dons. Et ça, c'est important, surtout à l'SPA. Oui, tout à fait. Il y a le don régulier, donc c'est par prélèvement automatique mensuel. Et puis il y a les dons ponctuels aussi, où les gens peuvent envoyer directement par voie postale ou venir directement au refuge. Ils seront toujours bien accueillis. C'est aussi le cas à la LPO, on peut faire des dons. On peut faire des dons, et nous, ce qu'on apprécie énormément, c'est simplement les gens qui adhèrent à l'association. Voilà, ce qui est une autre façon d'aider l'association, parce qu'ils donnent le poids à l'association, c'est son nombre d'adhérents. Donc plus nous serons nombreux, plus nous serons efficaces. À l'APEX aussi, possibilité de donner des dons. Complètement. Et je rejoins tout à fait effectivement les propos de mon collègue de la LPO. Pour les associations de protection de l'environnement, c'est important d'avoir des adhérents et c'est ce qui donne du poids aussi
aux associations. Donc c'est important aussi d'adhérer aux associations. Merci beaucoup Éric Stéphan d'avoir été avec nous depuis Brest. Et on n'oublie pas, Stomba cherche aussi une famille parce qu'on peut aussi adopter à la SPA. Merci à tous les trois pour les bons tuyaux ce matin. C'était très appréciable. Merci à vous pour votre fidélité chaque matin sur notre antenne. À demain. Très belle journée. Dance for me,